Vieille, pourquoi diable les cartes sont bloquées? Cria Bruno au téléphone avec cette voix désespérée qu'on entend que quand quelqu'un est vraiment en panique. J'étais là, assise dans ma cuisine, tenant ma tasse de café du matin pendant que je regardais par la fenêtre. Le soleil entrait doucement, créant ces longues ombres que j'aimais tant le matin. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cet appel que j'avais tant attendu. Maman, tu m'écoutes? Les cartes ne marchent pas. Je suis dans une réunion très importante et une réunion, l'interrompis-je en prenant une autre gorgée de mon café. Comme c'est intéressant, Bruno. Une réunion, où exactement? Son silence en disait plus que n'importe quelle réponse. Je pouvais entendre du bruit en arrière-plan, des voix, de la musique tropicale, le son clair des vagues qui se brisent sur le sable. Ce n'était clairement pas le bruit d'un bureau. Bon, c'est une réunion externe. Écoute, maman, j'ai besoin que tu débloques les cartes de toute urgence. Paola et moi avons des dépenses importantes. Quoi? Paola est avec toi dans cette réunion? Demandai-je en faisant semblant d'être innocente tout en remuant lentement mon café. Oui, bien sûr. Elle travaille aussi sur ce projet. Menteur. Mon fils de 32 ans me mentait comme s'il était un adolescent rentré en retard à la maison. Mais je connaissais déjà la vérité. Cela faisait 3 jours que je savais exactement où ils étaient et ce qu'ils faisaient avec mon argent. Tout avait commencé lundi matin. J'étais dans ma routine habituelle, préparer le petit déjeuner, organiser les comptes, vérifier les mouvements bancaires comme chaque semaine. J'ai toujours été très rigoureuse avec l'argent, une habitude que j'ai développée après des années à gérer le foyer toute seule. Bruno le savait, c'est pour ça qu'il ne posait jamais de questions quand je vérifiais chaque centime. Mais ce lundi, quelque chose a attiré mon attention, une transaction de 5 000 $ à l'aéroport, puis une autre de 3 000 dans ce qui semblait être une bijouterie. Ensuite, une facture d'hôtel qui m'a fait ouvrir grand les yeux, Parents Pension Resort Maui. Au début, j'ai cru que c'était une erreur. Mon fils m'avait dit qu'il travaillerait toute la semaine sur un projet important en ville. Il m'avait même appelé dimanche soir pour me dire qu'il ne pourrait pas venir me voir comme d'habitude, car il était très occupé. Maman, ce projet peut changer ma carrière, m'avait-il dit avec cette voix convaincante qu'il utilisait depuis qu'il était petit. Donne-moi une semaine pour me concentrer à fond. Et moi, comme la mère confiante que j'ai toujours été, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que je comprenais parfaitement. Mais là, j'étais en train de regarder ses frais à Hawaï, pendant que mon fils était censé travailler à 20 minutes de chez moi. Bruno, dis-je finalement, en interrompant ses explications désespérées. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? À quoi, maman, j'ai pas le temps pour des devinettes. J'ai juste besoin que... C'est jeudi, poursuivis-je. Jeudi matin, et selon mes relevés, tu dépenses mon argent à Hawaï depuis lundi. Le silence de l'autre côté de la ligne était assourdissant. J'ai entendu Paola chuchoter quelque chose en arrière-plan, sûrement pour lui demander ce qui se passait. Maman, je peux t'expliquer. Oh, je suis sûr que tu peux, dis-je en me levant pour me resservir du café. Mais pas maintenant. Maintenant, tu es en pleine réunion très importante, tu te souviens? Maman, s'il te plaît, débloque juste les cartes. Quand je reviens, je t'explique tout. C'est compliqué. Je marchais jusqu'à la fenêtre et regardais la journée parfaite qui s'étendait devant moi. Les fleurs du jardin étaient en pleine floraison, les oiseaux chantaient, et j'avais toutes les infos qu'il me fallait pour agir. Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça, Bruno, demandai-je en gardant ma voix calme. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les mensonges. C'est que tu as vraiment cru que ta mère de 66 ans était assez bête pour ne pas s'en rendre compte. Maman, je n'ai jamais. Bonne réunion, mon fils. J'espère que le temps est parfait à Hawaï pour travailler. Et j'ai raccroché. Je suis resté là, debout, le téléphone à la main, en silence. Pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de joie, mais un sourire de quelqu'un qui a enfin toutes les cartes en main. Pendant des années, j'ai été la mère qui disait toujours oui, qui prêtait de l'argent sans demander quand il serait rendu, qui croyait chaque excuse, chaque promesse. Je te paie la semaine prochaine. J'avais élevé Bruno pour qu'il soit indépendant et responsable, mais quelque part sur le chemin, quelque chose avait très mal tourné. Mon téléphone recommença à sonner. Évidemment, c'était lui. Très bien.
J'ai répondu avec le même calme qu'avant. Maman, ne raccroche pas, s'il te plaît. Écoute-moi juste 5 minutes. Je t'écoute. D'accord. Oui, on est à Hawaï. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Paola. Paola était très stressée par le travail et j'ai pensé que des vacances nous feraient du bien. On allait te rendre tout l'argent à notre retour. Avec quel argent, Bruno? Encore une pause gênante. Eh bien, avec mon prochain salaire. Le projet sur lequel je travaille. Le projet qui n'existe pas. L'interrompis-je. J'ai déjà appelé ton bureau. Tu as pris toute la semaine de congé sans prévenir. Ton patron est furieux. Je l'ai entendu jurer à voix basse. Maman, donne-moi juste une chance de réparer ça. Débloque les cartes pour l'instant et quand je reviendrai. Quand tu reviendras, tu trouveras beaucoup de surprises qui t'attendent, dis-je en regardant les documents que j'avais déjà préparés sur la table de la cuisine. Mais pour l'instant, profite de ta lune de miel avec mon argent. Ce sera la dernière fois. Cette fois, quand j'ai raccroché, j'ai éteint complètement le téléphone. Le silence dans ma maison après avoir raccroché était étrange. Ce n'était pas le silence confortable auquel j'étais habitué, mais quelque chose de plus lourd, chargé d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était comme si je m'étais enfin réveillé d'un très long rêve. Je me suis rassise sur ma chaise préférée de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Oui, à 66 ans, je me débrouille mieux avec la technologie que mon propre fils, ce qui l'a toujours agacé quand il était jeune. Maman, t'as pas besoin d'apprendre ces trucs, me disait-il. Comme il avait tort. Je suis entré dans mon compte bancaire en ligne et j'ai vérifié chaque transaction des 5 derniers jours. La liste était impressionnante et pathétique à la fois. Lundi, vol aux 2 billets en première classe, $3200. Lundi, transfert privé de l'aéroport à l'hôtel, $250. Lundi, Force Resort Maui suite présidentielle pour 5 nuits, $8500. Mardi, restaurant Mama's Fish House dîner pour 2 avec vin haut de gamme, $420. Mardi, bijouterie Maui Galerie un collier de perles, $800. Mercredi, excursion privée en hélicoptère, $900. Mercredi, spa pour couple à l'hôtel, $600. Jeudi matin, tentative d'achat dans une boutique de vêtements de plage, transaction refusée. Total dépensé jusqu'à maintenant, plus de $14 000. Mon argent, les économies que j'avais mises de côté après 40 ans à travailler comme secrétaire, à économiser chaque centime, à acheter mes vêtements en solde, à cuisiner à la maison au lieu d'aller au restaurant. Mais ce qui me blessait le plus, ce n'était pas l'argent en soi. C'était la facilité avec laquelle ils avaient décidé de me voler, la façon naturelle dont Bruno avait menti, comme si c'était normal de tromper sa mère pour financer son voyage romantique. J'ai pris une photo de l'écran avec mon téléphone et je l'ai enregistrée dans un dossier que j'ai appelé « Preuve ». Puis j'ai imprimé tous les relevés de compte. Si j'allais faire ça, je le ferais bien. Mon étape suivante a été d'appeler le bureau de Bruno. Je devais confirmer ce que je soupçonnais déjà. Bonjour, ici Maribel Vasquez, la mère de Bruno Mendoza. Pourrais-je lui parler, s'il vous plaît? Oh, Madame Vasquez, répondit la réceptionniste avec un ton gêné. Bruno n'est pas venu travailler de toute la semaine. Il a dit qu'il avait une urgence familiale et qu'il avait besoin de temps libre. Une urgence familiale? Demandai-je en faisant semblant d'être surprise. Oui, c'est ce qu'il a dit lundi matin. Tout va bien? Monsieur Garcia est assez en colère car Bruno avait des livrables importants cette semaine. Tout va parfaitement bien, mentis-je. Je voulais juste confirmer quelque chose. Merci. Urgence familiale. C'était moi, apparemment. L'urgence, c'était qu'il avait besoin de mon argent pour partir en vacances avec sa femme. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma cuisine, en train d'assimiler l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas juste le mensonge, c'était toute l'élaboration du plan. Bruno avait pensé à chaque détail. L'excuse du travail important, l'appel du dimanche pour paraître convaincant. Il avait même utilisé mon urgence médicale du mois dernier comme justification auprès de son bureau. Je me suis souvenu de cette conversation qu'on avait eue il y a 3 semaines. J'avais dû aller à l'hôpital pour des vertiges, rien de grave, mais Bruno avait semblé très inquiet. Il était même resté dormir chez moi pour s'occuper de moi. Maman, tu dois mieux prendre soin de toi,
m'avait-il dit pendant qu'il me préparait du thé dans cette même cuisine. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Quel acteur convaincant était devenu mon fils. J'ai ouvert mon carnet d'adresses et cherché le numéro d'Abel Herrera, mon avocat de confiance. Abel avait géré toutes mes affaires juridiques depuis que j'étais devenu veuve il y a 10 ans. C'était un homme sérieux, efficace et, surtout, discret. Abel, c'est Maribel. J'ai besoin de te voir aujourd'hui si possible. Bien sûr, Maribel. C'est urgent? Disons que j'ai besoin de protéger mes biens contre quelqu'un à qui j'ai trop fait confiance. Je comprends. Tu peux venir à 15 heures, je serai là. Après avoir raccroché, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, enquêter sur ma propre famille. J'ai ouvert Facebook et Instagram sur mon téléphone. Bruno et Paola publiaient toujours tout ce qu'ils faisaient, depuis ce qu'ils prenaient au petit déjeuner jusqu'aux endroits où ils faisaient du shopping. Ce que j'ai trouvé m'a laissé sans voix. Paola avait publié une photo depuis l'aéroport lundi matin. Elle portait une robe vert menthe et souriait aux côtés de Bruno, avec une valise rose en arrière-plan. La légende disait, surprise, mon amour m'emmène réaliser mon rêve de découvrir Hawaï. Vacances surprise, amour vrai, Moi. La photo avait 63 likes et 22 commentaires d'amis qui demandaient comment ils avaient pu se permettre un tel voyage, vu qu'ils se plaignaient toujours de problèmes d'argent. Paola avait répondu à l'un des commentaires, quand tu as un mari qui t'aime vraiment, il trouve toujours un moyen de réaliser tes rêves. J'ai continué à faire défiler, photos dans l'avion, photos à l'hôtel, photos sur la plage, photos en train de manger du homard, photos avec le collier de perles acheté avec mon argent. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est une photo que Paola avait postée la veille au soir. Elle et Bruno trinquant au champagne sur ce qui semblait être la terrasse de leur suite, avec l'océan en arrière-plan. La légende disait, merci la vie de m'avoir donné un mari qui trouve toujours le moyen de me surprendre. Parfois, les rêves se réalisent quand on s'y attend le moins. Les commentaires étaient encore pires. Quelle chance tu as, ami. Mon mari ne m'a même pas emmené au cinéma cette année. Bruno est le meilleur gendre du monde. Ta belle-mère doit être tellement fière de lui. On voit qu'il te valorise vraiment. C'est si romantique. Ta belle-mère doit être très fière de lui. Si seulement il savait la vérité. J'ai fait des captures d'écran de chaque publication et je les ai ajoutées à mon dossier de preuves. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai vérifié les paramètres de confidentialité de leur compte pour m'assurer qu'ils ne pourraient rien supprimer avant que j'aie fini de rassembler mes preuves. À 12h30, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était encore Bruno. Maman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Écoute, je sais que tu es en colère, et tu as le droit de l'être, mais ce n'est pas ce que tu crois. Paola est très déprimée ces derniers temps et j'ai pensé que des vacances. Déprimée? L'interrompis-je. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'un collier de perles à $800 pour sa dépression? Comment tu sais ça? Maman, tu as vérifié mes dépenses? Bruno, ce sont MES dépenses. C'est MON argent, MON compte, et ma carte que tu as donnée à ta femme sans ma permission. Je pensais que ça ne te dérangerait pas. Tu m'as toujours aidé quand j'en ai eu besoin. T'aider, c'est une chose. Me voler pour partir en lune de miel, c'en est une autre totalement différente. Ce n'est pas du vol, c'est un prêt. Je vais te rembourser chaque centime. Avec quel argent, Bruno? Tu viens de perdre ton travail. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai appelé ton bureau. Ton patron est furieux. Apparemment, mentir sur une urgence familiale pour partir en vacances n'est pas une politique très appréciée dans ton entreprise. Le silence de l'autre côté était long et pesant. Maman, qu'est-ce que t'as fait? Moi? Je n'ai rien fait, mon fils. C'est toi qui as tout fait. Mais j'ai besoin de ce travail. On a des dettes. L'appartement. Tu aurais dû y penser avant de dépenser $15 000 en 5 jours. 15 000? C'est pas possible. Oh que si. Et ça continue encore, parce que chaque jour où vous restez là-bas, chaque repas que vous commandez, chaque activité que vous faites, c'est payé avec mon argent. Maman, s'il te plaît, comprends. On voulait juste. Ce que je comprends, c'est que mon fils de 32 ans a décidé qu'il était plus facile de voler sa mère que de travailler pour payer ses propres vacances. J'ai raccroché à nouveau, mais cette fois,
je n'ai pas éteint le téléphone. Je voulais qu'il continue à appeler. Chaque appel désespéré était une preuve de plus de sa panique. J'ai regardé l'heure. Il était 12h45. J'avais largement le temps de déjeuner avant mon rendez-vous avec Abel. J'ai préparé un sandwich simple et je me suis assise pour manger pendant que j'organisais mentalement tout ce que j'allais dire à l'avocat. Pour la première fois depuis plusieurs jours, je me sentais totalement maître de la situation. Le bureau d'Abel m'avait toujours semblé un endroit où les problèmes trouvaient une solution. Les murs remplis de livres de droit, le bureau en bois massif, tout respirait le sérieux et la confiance. Cet après-midi-là, assise en face de lui avec mon dossier de preuves, je me sentais comme une femme avec un plan. Maribel, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une documentation aussi complète pour un cas familial, dit Abel en regardant les captures d'écran et les relevés bancaires. Tu as réuni assez de preuves pour plusieurs procédures judiciaires. Je veux juste protéger ce qu'il me reste, répondis-je, et m'assurer que ça ne se reproduira plus. Je comprends parfaitement. Nous allons préparer plusieurs documents. Premièrement, une révocation immédiate de tout accès que Bruno pourrait avoir à tes comptes. Deuxièmement, un document légal stipulant que tout argent retiré sans autorisation sera considéré comme un détournement de fonds. Et troisièmement, Abel s'est arrêté en me regardant avec cette expression qu'il avait quand une idée maligne lui venait. Troisièmement quoi? Un testament entièrement nouveau, avec des conditions très spécifiques concernant les héritages et les legs. Je suis sorti du bureau d'Abel à 17h avec un sentiment de puissance que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les documents seraient prêts le lendemain, et j'avais déjà lancé le plan pour protéger non seulement mon argent actuel, mais aussi mon argent futur. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé cet appel manqué de Bruno et 3 messages de plus en plus désespérés. « Maman, s'il te plaît, réponds. On doit parler de toute urgence. » Paola pleure. Ça devient un enfer. J'ai décidé de ne pas répondre tout de suite. À la place, j'ai préparé un dîner tranquille et je me suis remise à fouiller les réseaux sociaux. Ce que j'ai trouvé cette fois était encore plus révélateur. Paola avait posté une nouvelle photo, mais le ton avait complètement changé. C'était une image d'elle seule sur la plage, avec une robe blanche qui avait l'air coûteuse, regardant l'horizon. La légende disait, parfois, les vacances parfaites ont des complications inattendues, mais tout arrive pour une raison. Les commentaires avaient commencé à arriver. Tout va bien, ma belle? Des problèmes au paradis? Nous et Bruno sur cette photo? Mais le commentaire qui a le plus attiré mon attention venait de quelqu'un nommé Béatrice. Ma fille, je t'ai toujours dit que ta belle-mère est trop contrôlante. Les hommes à maman ne changent jamais. Béatrice. J'ai cherché un peu plus et découvert que c'était la meilleure amie de Paola, une femme qui avait visiblement des opinions très fortes sur les belles-mères en général et sur moi en particulier. J'ai continué à lire les commentaires de Béatrice sur d'autres publications de Paola. C'est bien que Bruno commence enfin à se défendre face à sa mère. Il était temps qu'il mette des limites avec cette dame. Ton mari doit choisir, sa mère ou sa femme. Se défendre de moi. Mettre des limites. Moi qui avais élevé Bruno quasiment seul après la mort de son père. Moi qui avais fait des doubles horaires pour payer ses études. Moi qui lui avais prêté de l'argent à chaque fois qu'il en avait eu besoin, sans jamais lui demander d'intérêt ni fixer de date limite. Mon téléphone a sonné. Cette fois, ce n'était pas Bruno. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Maribel, c'est Paola. Sa voix sonnait différente, plus faible, plus vulnérable que la femme sûre d'elle que j'avais toujours connue. Bonjour, Paola. Madame, je dois vous parler. Bruno est très perturbé. Il ne comprend pas pourquoi vous avez bloqué les cartes. Toi, tu comprends pourquoi. Il y eut une longue pause. Je lui ai dit qu'on aurait peut-être dû en parler avec vous avant. Mais il m'a assuré que ça ne vous dérangerait pas qu'on utilise l'argent pour ce voyage. Il t'a assuré? Oui. Il m'a dit que vous l'aviez toujours soutenu dans tout, que vous ne lui aviez jamais rien refusé quand il en avait besoin. Intéressant. Donc Bruno lui avait menti, à elle aussi, jusqu'à un certain point. Paola, laisse-moi te poser une question. Tu savais que Bruno a menti à son patron en inventant une urgence familiale pour partir en vacances? Quoi? Non. Il m'a dit qu'il avait juste demandé des vacances normales. Et tu savais qu'il a perdu son travail aujourd'hui à cause de ce mensonge? Le silence de l'autre côté était assourdissant.
Il a complètement perdu son travail. Son patron me l'a confirmé ce matin. Mon Dieu, Madame Maribel, je ne savais rien de tout ça. Bruno m'a dit que tout était en ordre avec son boulot, et que vous aviez approuvé l'utilisation de l'argent. Sa voix se brisa. Que c'était comme des vacances en famille payées par vous? Parce qu'il m'aimait beaucoup et voulait qu'on soit heureux. Là, c'était le mensonge complet. Bruno ne m'avait pas seulement volé, il avait aussi manipulé sa propre femme pour qu'elle soit complice sans le savoir. Paola, combien savais-tu vraiment sur l'argent que vous avez dépensé? Je pensais que c'était de l'argent qu'il avait économisé ou que vous lui aviez donné. C'est lui qui gère toutes nos finances. Je vois juste les cartes qu'il me donne et je lui fais confiance. As-tu vu le montant que vous avez dépensé? Non, pas exactement. Il me dit de ne pas m'inquiéter, de profiter. Mais, combien avons-nous dépensé, madame? Plus de 15 000 $ en 4 jours. Le cri étouffé que j'ai entendu à l'autre bout du téléphone semblait sincère. 15 000? Madame, c'est plus que ce que nous gagnons à deux en 3 mois. Comment est-ce que Bruno a pu? Demande à ton mari, Paola. Madame Maribel, je ne savais pas. Je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré que je ne savais pas que c'était autant d'argent, ni que c'était votre argent, ni que Bruno avait menti à son travail. Je pensais? Tu pensais que vous aviez eu de la chance de pouvoir vous payer des vacances pareilles. Oui, chuchota TL. Je pensais qu'on était enfin sorti de nos problèmes financiers. Je me suis rendu compte que Paola était sincère. Elle était victime des mensonges de Bruno tout comme moi, mais d'une autre façon. Paola, où est Bruno maintenant? Il est à la plage, en train de marcher. Il est comme ça toute l'après-midi, très nerveux, il fait plein d'appels. Il dit qu'il va tout arranger, mais il ne m'explique pas comment. Tu veux un conseil? Oui, s'il vous plaît. Prépare-toi à rentrer immédiatement. Ça va empirer beaucoup avant de s'améliorer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que mon fils s'est mis dans un problème bien plus gros qu'il ne l'imagine, et toi, sans le vouloir, tu es embarqué dedans aussi. Après avoir raccroché avec Paola, je me suis assise pour réfléchir à ce que je venais de découvrir. Bruno n'était pas seulement un voleur, c'était un manipulateur. Il avait trompé tout le monde, moi, sa femme, son patron. Il avait construit un réseau de mensonges si complexe qu'il avait sûrement commencé à croire lui-même à certaines parties. Mon téléphone sonna encore. C'était Bruno. Maman, je viens de parler avec Paola. Tu lui as dit que j'avais perdu mon travail? Je lui ai dit la vérité, Bruno. Quelque chose que toi, apparemment, tu ne sais pas faire. Maman, tu es en train de me ruiner la vie. Je ne te ruine rien. C'est toi qui fais tout ça tout seul. Pourquoi t'as appelé mon bureau? Pourquoi t'as pas gardé ça entre nous? Parce que j'avais besoin de vérifier jusqu'où allaient tes mensonges. Et apparemment, ils vont très loin. Maman, s'il te plaît, on peut arranger ça. On rentre demain. Je te rendrai chaque centime. Je chercherai un nouveau travail. Avec quel argent allez-vous rentrer demain, Bruno? Vos billets de retour sont pour dimanche, et ce sont des billets non remboursables qui ont coûté encore plusieurs milliers de dollars. Comment tu sais ça? Parce que j'ai vérifié toutes les infos de la réservation. J'ai accès à tout. Tu te souviens? C'est ma carte. Maman? Alors aide-nous à rentrer. Débloque juste les cartes pour les billets de demain. Pour que vous continuiez à dépenser mon argent en repas chers et souvenirs avant de partir? On ne va plus rien dépenser. On a juste besoin de rentrer à la maison. Bruno, vous avez créé ce problème. Trouvez vous-même une solution. Tu veux qu'on dorme dans la rue? Je veux que tu apprennes que les actions ont des conséquences. Quelque chose que tu n'as apparemment jamais appris. J'ai raccroché et j'ai tout de suite bloqué son numéro. J'en avais assez entendu pour la journée. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai publié quelque chose sur mon propre Facebook. C'était rare que je publie quelque chose de personnel, mais je sentais que c'était nécessaire. En pensant à la famille et à la confiance, parfois, les personnes qu'on aime le plus sont celles qui nous blessent le plus. Mais ce sont aussi celles qui nous en apprennent le plus sur notre propre force. Je n'ai mentionné aucun nom, je n'ai donné aucun détail. Mais en moins d'une heure, j'avais 20 commentaires d'amis qui me soutenaient et me demandaient si j'allais bien. Parmi les commentaires, il y avait un message de ma voisine Béatrice.
Pas l'amie de Paola, mais une autre Béatrice qui habitait dans ma rue. Maribel a toujours été une femme forte. Si tu veux parler, tu sais où me trouver. J'ai décidé que c'était le moment d'avoir cette conversation. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté mentale que je n'avais pas eue depuis des semaines. C'était vendredi et d'après mes calculs, Bruno et Paola devaient être en panique totale. Leur vol retour était dimanche et sans accès à mes cartes, ils allaient devoir trouver comment survivre 2 jours de plus dans l'un des hôtels les plus chers de Moïse. Pendant que je préparais mon café du matin, on a sonné. C'était Béatrice, ma voisine, avec un plateau de brioche toute fraîche. Bonjour Maribel. J'ai vu ta publication hier soir et j'ai pensé que tu avais peut-être besoin de compagnie. Béatrice avait 72 ans, elle avait été prof pendant 40 ans, et avait cette sagesse qu'on acquiert après avoir tout vu dans la vie. En plus, elle avait élevé 4 enfants en étant mère célibataire, alors elle savait ce que c'était que les sacrifices et les enfants ingrats. Entre, Béatrice. Justement, j'avais besoin de parler à quelqu'un de sensé. Je lui ai raconté toute l'histoire pendant qu'on déjeunait. Tous les détails, les mensonges, l'argent, les publications sur les réseaux, les appels désespérés. Béatrice m'écoutait sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps avec cette expression qu'elle avait quand un parent venait se plaindre des notes de son enfant. Maribel, dit-elle enfin, tu sais quelle est ton erreur? Mon erreur, c'est d'avoir été une trop bonne mère. Je l'ai regardée en attendant qu'elle explique. Une bonne mère enseigne les conséquences. Une trop bonne mère les évite. Bruno n'a jamais appris que voler a des conséquences, parce que tu l'as toujours sauvé avant qu'il touche le fond. Mais je voulais juste l'aider. Et regarde où ton aide l'a mené. À 32 ans, il pense toujours que l'argent de maman est son argent. Elle avait raison. Pendant des années, à chaque fois que Bruno avait des problèmes d'argent, j'apportais une solution. Je ne lui ai jamais demandé d'intérêt, jamais mis de date limite stricte, jamais laissé affronter les vraies conséquences de ses erreurs financières. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Lui demandai-je. Exactement ce que tu fais, mais j'irai plus loin. Plus loin? Comment? Béatrice sourit avec ce sourire qui me rappelait pourquoi ses élèves la respectaient tant. Maribel, tu as toutes les cartes en main. Il est coincé à Hawaï, sans argent, sans travail, totalement dépendant de toi pour rentrer. C'est le moment parfait pour lui apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Tu proposes quoi? Que je le fasse travailler pour rentrer? Littéralement, elle m'a expliqué son idée. Au lieu de juste le punir, je pouvais transformer ça en vraie leçon de vie. Faire en sorte que Bruno trouve comment gagner l'argent pour ses billets de retour. Qu'il assume les conséquences de ses mensonges envers son patron. Qu'il apprenne la vraie valeur de l'argent. Mais, et s'il ne peut pas? Et s'il reste vraiment coincé? Maribel, ton fils est un adulte. S'il peut planifier des vacances de luxe à Hawaï, il peut aussi trouver comment rentrer à la maison. Après que Béatrice soit partie, je suis resté à penser à ses paroles. Elle avait raison. Pendant des années, je lui avais appris qu'il y aurait toujours un filet de sécurité, que maman le sauverait toujours. Il était temps qu'il apprenne à voler de ses propres ailes. Mon téléphone sonna. C'était Abel. Maribel, les documents sont prêts. Tu peux venir les signer? J'arrive. Au bureau d'Abel, j'ai signé 3 documents importants. Le premier retirait officiellement tout accès de Bruno à mes comptes bancaires. Le deuxième déclarait que tout argent pris sans autorisation écrite serait considéré comme un prêt avec un taux d'intérêt annuel de 15%. Le troisième était mon Nouveau Testament. Ce dernier document est particulièrement intéressant, expliqua Abel. Il stipule que tout héritier qui détourne tes biens pendant que tu es en vie perd automatiquement son droit à l'héritage. C'est légal, ça? Complètement. Ça s'appelle une clause de déshéritement pour motif valable, et tu as plus qu'assez de preuves pour la justifier. Je suis sorti du bureau avec une copie de chaque document dans mon sac. Il était temps de passer à la prochaine phase de mon plan. En arrivant chez moi, j'ai trouvé encore plus de preuves sur les réseaux sociaux. Bruno avait posté une photo depuis la chambre d'hôtel. On le voyait clairement agité et fatigué. La légende disait, certains jours sont plus durs que d'autres, mais tout s'arrange avec de l'amour et de la compréhension. Les commentaires commençaient à arriver, et plusieurs venaient de la famille et d'amis qui demandaient si tout allait bien. Mais le plus intéressant, c'était un commentaire de Paola. Oh mon amour, on en a déjà parlé.
Il faut qu'on soit honnête sur ce qu'il se passe. Honnête. Maintenant, il voulait être honnête. J'ai décidé de vérifier le profil de Paola. Là aussi, ce que j'ai trouvé m'a surprise. Elle avait publié une nouvelle photo, cette fois depuis ce qui semblait être la réception de l'hôtel. Elle portait des vêtements simples, pas les tenues de luxe des jours précédents. La légende de la photo était révélatrice, j'apprends que les apparences ne sont pas tout. Parfois la réalité est bien différente de ce qu'on imagine. Dans les commentaires, l'amie Béatrice de Paola avait écrit « Que se passe-t-il là-bas ? Tes dernières publications m'inquiètent. » Et Paola avait répondu « J'apprends beaucoup de choses sur mon mari que je ne savais pas, et aussi sur moi-même. » Intéressant. On dirait que les mensonges de Bruno commençaient aussi à affecter son mariage. Mon téléphone sonna. C'était un numéro international que j'ai reconnu comme étant celui de l'hôtel à Hawaï. Madame Vasquez, ici le directeur du Four Seasons Resort Maui. J'ai ici un client, Bruno Mendoza, qui dit que vous pouvez garantir le paiement de sa note. Combien doit-il jusqu'à maintenant? Le total du séjour, y compris les frais supplémentaires, s'élève à $18,400. $18,400. Ils avaient continué à dépenser même après que j'ai bloqué les cartes, probablement en mettant les frais sur la chambre. Pouvez-vous me préciser les frais supplémentaires? Bien sûr, soins au spa, repas au restaurant de l'hôtel, mini-bar, service de blanchisserie, et un dîner spécial dans la suite hier soir qui a coûté $1,200. Un dîner à $1,200. Pendant qu'ils me suppliaient au téléphone de débloquer les cartes, ils mangeaient du homard et du champagne dans leur chambre. Monsieur, je ne vais garantir aucun paiement. Si Monsieur Mendoza ne peut pas payer sa note, c'est un problème entre vous et lui. Je comprends, madame. Puis-je lui passer le téléphone un instant? Bien sûr. Maman. La voix de Bruno semblait totalement désespérée. S'il te plaît, ne me fais pas ça. L'hôtel dit qu'ils vont appeler la police si on ne paie pas. Bruno, tu as dîné pour $1,200 hier soir. Silence. Maman, je peux t'expliquer. Pendant que tu m'appelais pour me demander de l'aide pour rentrer à la maison, tu commandais du champagne Dom Pérignon au service en chambre? C'était notre anniversaire de mariage. Votre anniversaire de mariage est en octobre, Bruno. On est en mai. Maman, s'il te plaît, c'est humiliant. Il y a des gens qui regardent. Le directeur est là avec 2 agents de sécurité. Tu sais ce qui est humiliant, Bruno? Que mon fils de 32 ans me vole pour impressionner sa femme avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Maman, je te promets que... Je ne veux plus de promesses. Je veux des solutions. Comment vas-tu payer cette note? Je n'ai rien. Nos cartes de crédit sont pleines. On n'a pas de liquide. Alors trouve une solution. Vends quelque chose, mets quelque chose en gage, demande un prêt, trouve un travail à l'hôtel. Mais ne m'appelle plus jamais pour me demander de payer pour tes mensonges. Maman, tu ne peux pas m'abandonner. Je ne t'abandonne pas. Je t'apprends à voler de tes propres ailes. J'ai raccroché et immédiatement appelé Abel. Abel, j'ai besoin que tu rédiges une lettre officielle. Je veux qu'il soit écrit noir sur blanc que Bruno a pris de l'argent sans autorisation, qu'il a 30 jours pour proposer un plan de remboursement. Et que si ce n'est pas fait, j'engagerai des poursuites. Tu es sûr de vouloir aller aussi loin? Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Ce soir-là, pendant que je mangeais une simple salade dans ma cuisine tranquille, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais appris en 48 heures. Pas seulement sur Bruno, mais aussi sur moi-même. Pendant des années, j'avais confondu amour et permissivité, protection et surprotection. Mon téléphone a reçu un message d'un numéro inconnu. Madame Maribel, c'est Paola. Je vous écris depuis le téléphone d'une employée de l'hôtel, parce que Bruno a cassé mon téléphone dans un accès de colère. Je veux que vous sachiez que je ne savais rien de ce qui se passait réellement. Bruno m'a tout avoué ce soir, sur le travail, l'argent, les mensonges. Je suis dévasté. Je ne sais pas si mon mariage survivra à ça. Je voulais juste que vous sachiez que je suis vraiment désolé. Je lui ai répondu. Paola, toi aussi tu es une victime des mensonges de Bruno. Mais maintenant que tu connais la vérité, tu dois décider quoi faire avec ces informations. Sa réponse est arrivée 5 minutes plus tard. J'ai déjà décidé. Dès qu'on rentre, je vais habiter chez ma sœur.
J'ai besoin de temps pour réfléchir si je veux rester marié à quelqu'un capable de mentir aussi facilement. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu de la peine pour quelqu'un d'autre que moi-même. Le samedi matin, ma maison était remplie d'une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant que je préparais mon petit déjeuner, je me suis rendu compte que pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas un appel de Bruno pour demander de l'argent, des faveurs ou des solutions à des problèmes qu'il avait lui-même créés. Ce calme fut brisé quand mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais avec l'indicatif international d'Hawaï. Madame Maribel Vasquez, ici l'officier Patricia Gonzalez du département de police de Maui. J'ai ici votre fils Bruno Mendoza, arrêté pour tentative de fraude par carte bancaire. Mon premier réflexe fut de paniquer, mais je me suis forcé à garder mon calme. Pouvez-vous m'expliquer exactement ce qui s'est passé? Votre fils a essayé d'utiliser une carte bancaire qui avait été déclarée volée. Quand nous avons interrogé l'établissement, il s'est avéré que la carte appartenait à son épouse. Mais elle avait signalé le vol en disant que son mari la lui avait arrachée de force. Je comprends. Quels sont les chefs d'accusation? Tentative de fraude, trouble à l'ordre public, et peut-être violence domestique. Selon si son épouse décide de porter plainte officiellement. Où est son épouse maintenant? Dans un refuge temporaire géré par l'hôtel pour les clients en situation difficile. Elle coopère avec l'enquête officielle. De quoi avez-vous besoin de moi? Votre fils dit que vous pouvez payer sa caution et la note de l'hôtel. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. Je ne vais rien payer. Vous êtes sûr, madame? Votre fils est très perturbé. Je suis complètement sûr. Mon fils est un adulte responsable de ses actes. Je comprends. Dans ce cas, il restera en détention jusqu'à son audience, prévue lundi matin. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine pour digérer ce que je venais d'apprendre. Bruno ne m'avait pas seulement volé, il avait aussi tenté d'utiliser la carte bancaire de sa propre femme sans permission. Et d'après ce que j'ai compris, il avait utilisé la violence pour la lui prendre. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro local. Maman? C'était la voix de Paola, mais elle sonnait différente, apeurée, faible. Paola, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Bruno est devenu fou hier soir. Quand je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer comme ça, que je voulais rentrer à la maison. Il m'a pris ma carte bancaire et m'a poussé contre le mur. Mon Dieu. Tu es blessé? J'ai un bleu au bras, mais physiquement ça va. Émotionnellement? Je ne sais pas si je vais m'en remettre. Où es-tu maintenant? Toujours à l'hôtel, mais dans une autre chambre. Une assistante sociale m'aide. Madame Maribel, je dois vous dire quelque chose d'important. Je t'écoute. Bruno m'a avoué hier soir que ce n'était pas la première fois qu'il prenait de l'argent à vous sans permission. Il m'a dit qu'il faisait ça depuis des années, juste des petits montants au début. Et qu'il les remboursait toujours avant que vous ne vous en rendiez compte. Mon monde s'écroula. Des années. Il me volait depuis des années. Depuis combien de temps, Paola? Depuis qu'on s'est mariés, il y a 5 ans. Il dit qu'au début, c'était juste cent ou $200 quand on avait des urgences. Mais qu'avec le temps c'était devenu facile, parce que vous ne remarquiez jamais rien. Et toi, tu savais ça? Non, je vous jure que je ne savais rien. Je pensais qu'il gérait très bien l'argent. Que c'est pour ça qu'on avait toujours ce qu'il fallait pour les urgences. Je n'ai jamais imaginé qu'il le prenait chez vous. Paola. J'ai encore une question. As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange dans mon comportement envers vous? Comme si je soupçonnais quelque chose? Maintenant que j'y pense, oui. Parfois, vous sembliez confuse quand Bruno parlait de dépenses qu'on avait faites. Et une fois, je vous ai entendu lui demander pourquoi vos relevés ne concordaient pas. Mais il avait toujours une explication. Quel genre d'explication? Il disait que vous commenciez à avoir des problèmes de mémoire à cause de l'âge. Que c'était normal de se tromper avec les chiffres. Qu'on ne devait pas s'inquiéter parce qu'il pouvait vous aider à gérer vos finances. Ce fils de chien ne m'avait pas seulement volé pendant des années. Il préparait le terrain pour me faire passer pour une vieille confuse si jamais je découvrais la vérité. Paola. Bruno a-t-il déjà mentionné quelque chose sur mon testament ou mon héritage? Oui. Il y a quelques mois, il a dit que vous lui aviez dit qu'il hériterait de la maison et de tous vos comptes quand vous seriez décédé.
Il a dit que c'est pour ça qu'il ne s'inquiétait pas trop d'économiser. Parce qu'au final, tout serait à lui de toute façon. Il t'a dit que c'est moi qui avais dit ça? Oui. Et il a dit que, comme il allait être responsable de tout votre argent un jour, ce n'était pas grave de l'utiliser maintenant pour les urgences. Du moment qu'il le remplaçait. Tout s'emboîtait. Pour Bruno, je n'étais pas seulement sa solution d'urgence. J'étais aussi son plan retraite. Il avait prévu de vivre avec mon argent, pas seulement maintenant, mais pour toujours. Paola, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. L'assistante sociale dit qu'elle peut m'aider à obtenir un vol de retour, mais ça devrait passer par les services sociaux parce que je n'ai pas d'argent. Bruno a dépensé tout ce qu'on avait sur nos cartes de crédit pendant les premiers jours du voyage. Tout? Oui. Apparemment, il a fait des retraits d'argent dans les casinos de l'hôtel. Il a perdu plus de 3000 $ en jouant, pensant qu'il pourrait gagner assez pour tout rembourser. Bruno avait complètement touché le fond. Vol, mensonge, violence conjugale, et maintenant addiction au jeu. Paola, je vais t'aider à rentrer chez toi. Mais je ne vais pas l'aider, lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais acheter ton billet de retour. Mais Bruno reste là-bas jusqu'à ce qu'il règle ses propres problèmes. Madame Maribel, je ne peux pas accepter. Si, tu peux. Tu es une victime des mensonges de Bruno, tout comme moi. La différence, c'est que toi, tu ne savais pas la vérité. Maintenant que tu sais, tu dois décider quoi faire de ta vie. J'ai déjà décidé. Quand je rentrerai, je vais divorcer de lui. Tu es sûr? Complètement. Un homme capable de voler sa propre mère pendant des années, de mentir à sa femme, de perdre son travail par irresponsabilité et ensuite de me frapper quand je le confronte. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Ou peut-être que si, c'était lui. Et moi, j'étais aveugle. Après avoir raccroché avec Paola, j'ai appelé tout de suite une agence de voyage et j'ai acheté un billet de retour pour elle sur le vol de dimanche soir. J'ai aussi appelé Abel pour lui dire les dernières nouvelles. Maribel, ça change tout, m'a-t-il dit. Avec ses antécédents de violence conjugale et les années de détournement d'argent, on a un dossier très solide si tu veux aller en justice. Que recommandes-tu? Que tu écrives tout ce que Paola t'a raconté. Que tu la mettes en contact avec moi pour qu'elle puisse témoigner si nécessaire. Et que tu te prépares à l'éventualité que Bruno tente toutes sortes de manipulations émotionnelles à son retour. S'il revient. Il va revenir. Maribel, il n'a pas d'argent, pas de travail et probablement nulle part où aller. La vraie question, c'est, est-ce que tu seras prête à l'accueillir? Ce soir-là, pendant que je dînais seul dans ma cuisine, j'ai réfléchi aux 5 derniers jours. C'était incroyable à quel point ma vie avait complètement changé. Une semaine plus tôt, j'étais une mère inquiète du surmenage de son fils. Maintenant, j'étais une femme qui avait découvert que ce même fils lui volait méthodiquement depuis des années. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais forte. Je n'étais pas une victime des circonstances, j'étais quelqu'un qui reprenait le contrôle de sa vie. Mon téléphone a reçu un message de Paola. Madame Maribel, je suis à l'aéroport en attente de mon vol. Je ne sais pas comment vous remercier de m'avoir aidé. Quand j'arriverai à la maison, je raconterai tout à votre avocat, si vous le voulez. Bruno mérite de faire face aux conséquences de ses actes. Je lui ai répondu. Bon vol, Paola. Ta nouvelle vie t'attend. Une autre partie de moi savait que le plus dur était encore à venir, le retour de Bruno. Le lundi après-midi, pendant que j'arrosais les plantes de mon jardin, j'ai entendu un taxi s'arrêter devant ma maison. Je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir qui c'était. J'attendais ce moment depuis 3 jours. Bruno est descendu du taxi avec une seule petite valise, très différente des bagages de luxe avec lesquels il était parti. Il avait l'air fatigué, mal rasé, portant les mêmes vêtements froissés qu'il avait probablement depuis plusieurs jours. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son expression. Ce n'était plus le fils sûr de lui qui avait toujours une excuse toute prête. C'était un homme brisé, qui avait enfin compris l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Il s'est approché lentement de la porte principale. Mais j'ai continué à arroser mes roses comme si je ne l'avais pas vu. Maman, dit-il d'une voix rauque. On peut parler? Bien sûr, répondis-je sans le regarder. Mais ici, dehors. Tu n'entreras pas dans ma maison. Maman, s'il te plaît. Assieds-toi sur les marches,
Et on commence à parler. Bruno s'est assis lourdement sur les marches du Porsche, la tête entre les mains. J'ai fini d'arroser mes plantes et je me suis assise dans mon fauteuil sur le Porsche, gardant une distance de sécurité entre nous. Je suppose que tu sais déjà tout, dit-il enfin. Je sais plus de choses que tu ne crois, mais j'aimerais entendre ta version. Pourquoi? T'as déjà décidé ce que tu penses. Bruno, tu m'as volé de l'argent depuis 5 ans. Tu crois que ça a commencé avec le voyage à Hawaï? Sa tête s'est relevée brusquement. Il m'a regardé avec ses yeux qui avaient été si efficaces pour me manipuler pendant des décennies. Mais cette fois, ça ne marchait plus. Paola m'a tout raconté. Les petits prêts que tu prenais sans permission. Les avances en liquide que tu remettais avant que je ne m'en rende compte. Les mensonges sur ma mémoire pour justifier les incohérences dans mes comptes. Maman, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu n'as pas voulu me faire de mal, Bruno? Tu m'as volé systématiquement alors que tu me disais que tu m'aimais. Tu m'as fait croire que je perdais la mémoire quand je posais des questions sur mes relevés bancaires. Et maintenant, je découvre que tu comptais vivre de mon héritage comme si c'était ton plan de retraite. Je n'ai jamais dit ça. Non, bien sûr que tu ne me l'as pas dit à moi. Tu l'as dit à ta femme. Enfin, à ton ex-femme, parce qu'elle a déjà lancé la procédure de divorce. Bruno devint tout pâle. Paola a demandé le divorce ce matin. Apparemment, découvrir que son mari est un voleur, un menteur et un homme violent a suffi pour qu'elle prenne cette décision. Je ne suis pas un homme violent, c'était juste une dispute. J'étais désespéré. Bruno, tu as arraché la carte bancaire de ta femme pour lui voler. Ça s'appelle un vol avec violence. Et ensuite, tu as essayé d'utiliser cette carte en imitant sa signature. Ça s'appelle une fraude. Les autorités ont dit qu'elles ne poursuivraient pas parce que Paola ne voulait pas porter plainte. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. Bruno se leva et commença à faire les 100 pas sur le Porsche. Maman, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que tout est parti en vrille. Mais je suis ton fils. Tu ne peux pas juste m'abandonner. T'abandonner, Bruno? Pendant 32 ans, je t'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai payé tes études en travaillant 2 fois plus. Je t'ai prêté de l'argent chaque fois que tu en avais besoin. Je t'ai aidé pour la caution de ton appartement. Je t'ai donné de l'argent pour ton mariage. Et toi, tu m'as remboursé en me volant pendant des années. J'ai toujours remboursé l'argent. Avec quel argent, Bruno? D'où venait l'argent que tu utilisais pour remplacer ce que tu volais? Son silence était révélateur. Ah oui. Tu volais à Pierre pour rembourser Paul. Tu prenais sur mon compte épargne pour recharger mon compte courant. Tu utilisais ma carte de crédit pour faire des paiements vers mon compte bancaire. C'était toujours mon argent, que tu faisais tourner en boucle pendant que tu vivais au-dessus de tes moyens. Maman, je peux changer, je peux trouver un autre travail. Je peux aller en thérapie. Pourquoi, Bruno? Pour que dans 5 ans tu recommences? Non, cette fois c'est différent. J'ai perdu Paola. J'ai perdu mon travail. J'ai failli aller en prison. J'ai touché le fond. Non, Bruno, tu n'as pas encore touché le fond. Parce que tu crois encore que je vais te sauver. Je me suis levé de ma chaise et j'ai marché vers la porte. Bruno m'a suivi. Où tu vas? Chercher quelque chose que tu dois voir. Je suis revenu avec le dossier de documents qu'Abel avait préparé. Je l'ai tendu à Bruno. C'est quoi ça? Ta nouvelle réalité. Le premier document annule tout accès que tu as à mes comptes bancaires. Le deuxième déclare que l'argent que tu as pris sans autorisation constitue un prêt avec 15% d'intérêt annuel. Remboursable par mensualité de 5 cents à partir du mois prochain. Bruno ouvrit les documents et se mit à lire, son visage devenant de plus en plus pâle. 21 000 $ avec les intérêts. C'est le montant que tu as pris sans autorisation au cours des 5 dernières années, d'après l'enquête que j'ai faite avec mon comptable. Et ça ne compte que ce que j'ai pu prouver. Maman, je ne peux pas payer 500 $ par mois. Je n'ai pas de travail. Alors trouve un travail. Trouve 2 boulots si nécessaire. Et je vais vivre où en attendant? Paola a gardé l'appartement. Ce n'est pas mon problème, Bruno. Je suis ton fils. Et moi je suis ta mère, pas ta banque personnelle. Pour la première fois de la conversation, j'ai crié.
des années de frustration, de manipulation, d'inquiétude pour un fils qui me volait en cachette. Tout est sorti dans ce cri. Bruno, je t'ai dit de trouver un travail. Je t'ai dit d'économiser. Je t'ai dit d'arrêter de vivre au-dessus de tes moyens. Mais c'était plus facile de puiser dans le compte de maman, hein? Je pensais que tu comprendrais. Comprendre quoi? Que, après 40 ans de travail pour économiser pour ma retraite, ça ne me dérangerait pas que mon fils dépense mes économies en vacances de luxe? Je ne savais pas que c'était autant d'argent. Mensonge. Tu savais exactement combien d'argent c'était. Tu savais que ce que tu faisais était mal. C'est pour ça que tu le faisais en cachette. C'est pour ça que tu remplaçais l'argent avant que je m'en rende compte. C'est pour ça que tu me disais que je perdais la mémoire quand je questionnais les différences dans mes relevés. Bruno s'assit à nouveau sur les marches, cette fois avec les documents dans les mains. Et le troisième document, c'est quoi? Mon Nouveau Testament. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Il inclut une clause qui dit que tout héritier qui détourne mes biens pendant que je suis encore en vie perd automatiquement son droit à l'héritage. Bruno releva la tête brusquement. Tu es en train de me déshériter. Je suis en train de me protéger pour que tu ne me voles plus. Si tu apprends la leçon, si tu rembourses ce que tu dois, si tu montres que tu peux être un fils responsable, on pourra revoir le testament plus tard. Mais jusque-là, mon argent ira à des associations caritatives quand je mourrai. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton fils unique. Bruno, c'est toi qui as décidé de me traiter comme une source d'argent non autorisée. Maintenant, c'est moi qui décide de te traiter comme ce que tu as montré être, quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance pour mon argent. Bruno se leva et s'avança vers moi avec cette expression qu'il faisait quand il était petit et voulait me convaincre de quelque chose. Maman, on est une famille. Les familles se pardonnent. Les familles s'aident. Tu as raison, et je t'aide. Je t'aide à apprendre que les actions ont des conséquences. Je t'aide à devenir un adulte responsable. Et je t'aide à comprendre que l'amour ne veut pas dire laisser quelqu'un te faire du mal. Et si je ne peux pas payer? Et si je ne trouve pas de travail? Alors tu devras trouver un moyen, comme tous les adultes normaux. Maman, s'il te plaît, laisse-moi juste rester ici quelques jours pendant que je cherche un travail, juste le temps de me poser. Non, Bruno. Tu ne vas pas vivre chez moi. Tu n'auras pas accès à mon argent. Tu ne vas plus me manipuler avec ton histoire de fils dans le besoin. Alors je suis censé faire quoi? Ce que tous les adultes responsables font quand ils touchent le fond, repartir de zéro et reconstruire leur vie avec leur propre travail. Bruno me regarda pendant un long moment, et je pus voir l'instant exact où il comprit que, cette fois, ça ne marcherait pas. Que les larmes, les supplications, les promesses de changement, rien de tout ça ne me ferait changer d'avis. Tu vas vraiment me laisser à la rue? Je vais te laisser libre pour que tu apprennes à voler de tes propres ailes, comme j'aurais dû le faire il y a des années. Bruno resta debout sur mon porche pendant plusieurs minutes après notre conversation. Comme s'il espérait que je change d'avis. Mais je restais ferme, assise dans mon fauteuil, le regardant avec la même détermination que j'avais développée pendant ces jours de révélation. Très bien, dit-il finalement en ramassant sa valise. Mais quand je quitterai cet endroit, ne t'attends pas à ce que je revienne. Bruno, ma porte sera ouverte quand tu seras un homme différent. Quand tu pourras me regarder dans les yeux et me dire que tu comprends ce que tu as fait et que tu as vraiment changé. Jusque-là, tu as mon numéro de téléphone et les documents dont tu as besoin pour commencer à rembourser ta dette. Je le vis s'éloigner dans la rue, portant sa valise, probablement en direction de l'arrêt de bus. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentis pas le besoin de courir derrière lui pour lui proposer une solution. À la place, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, la paix. Ce soir-là, Paola m'appela depuis la maison de sa sœur. Madame Maribel, Bruno est venu? Oui, il est venu cet après-midi. Je lui ai remis les documents légaux et je lui ai expliqué les nouvelles règles. Comment a-t-il réagi? Comme un enfant qui découvre que ses caprices ne marchent plus. Il a essayé toutes ses techniques de manipulation habituelles. Mais cette fois, je ne suis tombé dans aucun piège. Je suis contente que vous soyez resté ferme. Madame, il y a autre chose que je dois vous dire. Dis-moi. Pendant que j'étais dans le refuge de l'hôtel, j'ai rencontré une assistante sociale qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a suggéré de contacter d'autres personnes qui auraient pu être victimes d'abus financiers de la part de Bruno.
Apparemment, ce genre de comportement ne se limite rarement à une seule personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai commencé à repenser à des choses étranges. Comme ces fois où Bruno arrivait à la maison avec de l'argent en plus et disait que son patron lui avait donné une prime. Ou quand tout à coup on pouvait se permettre des choses alors que je savais que ce n'était pas dans notre budget. Mais il avait toujours une explication. Tu crois qu'il a volé de l'argent à d'autres personnes aussi? Je ne suis pas sûr, mais l'assistante sociale m'a donné le numéro d'une organisation qui aide les victimes d'abus financiers. Elle m'a suggéré que vous les contactiez aussi. Parce qu'ils peuvent probablement vous aider avec des ressources légales et émotionnelles. J'ai noté le numéro que Paola m'a donné et je l'ai remercié pour l'information. Après avoir raccroché, je suis resté à réfléchir à la possibilité que Bruno ait volé non seulement à moi, mais aussi à d'autres. L'idée me rendit malade. Le lendemain matin, j'ai appelé le numéro que Paola m'avait donné. Une femme très gentille, nommée Gloria, m'a répondu et m'a expliqué les services qu'il proposait. Madame Maribel, ce que vous décrivez est un schéma très courant d'abus financier familial. Malheureusement, les victimes les plus fréquentes sont des parents âgés manipulés par leurs enfants adultes depuis des années. C'est vraiment aussi courant? Bien plus que ce que les gens pensent. Souvent, comme dans votre cas. Les victimes ne se rendent pas compte qu'elles sont abusées financièrement, parce que l'abuseur est très doué pour justifier et faire culpabiliser la victime quand elle doute. Que me recommandez-vous de faire maintenant? Premièrement, vous avez déjà fait le plus dur, reconnaître le problème et prendre des mesures pour vous protéger. Deuxièmement, je vous recommande de noter tout ce dont vous vous souvenez, prêt non autorisé, transactions suspectes. Et toute pression que vous avez ressentie pour donner de l'argent. Troisièmement, je vous conseillerais de signaler le cas aux autorités. Le signaler, après tout ce temps? Madame, l'abus financier est un crime. Peu importe si l'agresseur est votre fils. Si vous avez assez de preuves, vous pouvez porter plainte pour récupérer votre argent. Et empêcher qu'il fasse la même chose à d'autres. Cette conversation m'ouvrit les yeux sur une réalité que je n'avais pas totalement comprise. Je n'étais pas seulement une mère déçue par un fils irresponsable. J'étais une victime d'un crime organisé qui avait duré des années. Cet après-midi-là, ma voisine Béatrice vint me rendre visite avec encore des brioches et beaucoup de curiosité sur ma confrontation avec Bruno. Il est parti, lui dis-je en servant le café. Et il ne reviendra pas tant qu'il n'aura pas appris à être un adulte responsable. Comment tu te sens? Étrangement bien. Pendant des années, je me sentais vidé après chaque interaction avec Bruno, comme s'il m'avait aspiré toute mon énergie. Cette fois, je me sens puissante. C'est parce que tu as enfin mis des limites claires. Les enfants ont besoin de limites, peu importe leur âge. Béatrice, tu as déjà soupçonné que quelque chose n'allait pas avec Bruno? Honnêtement, oui. J'ai toujours trouvé étrange qu'un homme de 30 ans ait besoin d'autant d'aide financière de sa mère. Et la façon dont il parlait de ton argent, comme si c'était une ressource naturelle à lui. Tu ne m'as jamais rien dit, Maribel. Quand quelqu'un est dans une relation abusive, qu'elle soit familiale ou amoureuse, on ne peut pas convaincre la victime de l'extérieur. La victime doit en arriver à ses propres conclusions. Tout ce que les amis peuvent faire, c'est être là quand la personne est prête à voir la réalité. Relation abusive. C'est vraiment aussi grave? L'abus n'est pas toujours physique, Maribel. Bruno te manipulait émotionnellement pour avoir accès à ton argent. Il te faisait culpabiliser quand tu questionnais ses demandes. Et te faisait douter de ta propre perception de la réalité. C'est de l'abus psychologique et financier. Ce soir-là, j'ai appelé Abel pour lui parler de ma conversation avec l'association des victimes d'abus financiers. Maribel, ils ont raison. Ce que Bruno a fait constitue plusieurs délits, détournement de fonds, abus financiers envers une personne âgée. Et peut-être fraude. Tu as assez de preuves pour lancer une procédure pénale si tu décides de le faire. Et ça impliquerait quoi? Ça voudrait dire porter plainte officiellement auprès de la police. Bruno pourrait faire face à des accusations criminelles, pas seulement civiles. Il pourrait aller en prison. Tu veux que j'envoie mon propre fils en prison? Je veux que tu comprennes toutes tes options. Et je veux aussi que tu réfléchisses à ça. Si Bruno est capable de voler systématiquement sa propre mère pendant des années, qu'est-ce que tu crois qu'il ferait à une victime qui ne fait pas partie de la famille? Cette question m'a empêché de dormir toute la nuit. Et si Bruno volait aussi à son travail? Et s'il y avait d'autres victimes?
C'était ma responsabilité de protéger ces personnes potentielles en dénonçant ce que je savais. Le mercredi matin, j'ai pris une décision qui allait tout changer pour toujours. J'ai appelé le commissariat local et j'ai demandé comment faire pour signaler un abus financier en famille. Madame Vasquez, vous pouvez venir quand vous voulez pour déposer la plainte. Apportez tous les documents que vous avez, relevé bancaire, contrat, message. Toute preuve de l'abus financier. Que se passe-t-il après avoir déposé la plainte? Une enquête officielle est ouverte. Si nous trouvons assez de preuves, des accusations pénales seront déposées. Dans les cas d'abus financiers envers des personnes âgées, le procureur prend ça très au sérieux. Avant de prendre ma décision finale, j'ai décidé de passer un dernier appel. J'ai composé le numéro de l'ancien employeur de Bruno. Ici Maribel Vasquez, la mère de Bruno Mendoza. Pourrais-je parler avec Monsieur Garcia? Bien sûr, madame. Un instant. Madame Vasquez, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé avec Bruno. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse mentir aussi ouvertement à propos d'une urgence familiale. Monsieur Garcia, j'ai besoin de vous poser une question importante. Avez-vous déjà remarqué des problèmes avec la gestion de l'argent dans votre entreprise quand Bruno y travaillait? Il y a eu un long silence. Madame, y a-t-il quelque chose de précis qui vous pousse à poser cette question? Je viens de découvrir que Bruno me volait de l'argent depuis des années. Je me demandais s'il aurait pu faire pareil à son travail. Madame Vasquez, je ne peux pas donner de détails précis à cause des règles de l'entreprise. Mais je peux vous dire que nous faisons actuellement un audit complet de tous les comptes que Bruno gérait. Vous avez trouvé quelque chose? Nous sommes toujours en train d'enquêter, mais oui, il y a certaines irrégularités qui nous inquiètent. C'était la confirmation dont j'avais besoin. Bruno n'était pas juste un fils à problème qui volait à sa mère. C'était un délinquant en série qui avait probablement fait des victimes multiples. J'ai raccroché le téléphone et pris mon sac. Il était temps d'aller au commissariat. Le commissariat était un endroit que je n'aurais jamais pensé visiter pour des raisons personnelles. Pendant que j'attendais dans la salle, je regardais les autres personnes présentes. Et je me demandais combien d'entre elles vivaient une situation comme la mienne. La détective Sarah Morale, qui m'a reçu, était une femme d'environ 40 ans. Avec une expression sérieuse mais compréhensive. Madame Vasquez, j'ai regardé les documents que vous avez apportés. Et je peux vous dire que votre dossier est très solide. Les relevés bancaires, les captures d'écran des réseaux sociaux, le témoignage de votre ex-belle-fille. Tout montre un schéma régulier d'abus financiers. Détective, vous pensez vraiment que cela mérite des accusations criminelles? Madame, au cours des 5 dernières années, votre fils vous a volé plus de 50 000 $. C'est un crime grave. Et en plus, le fait qu'il ait utilisé la manipulation psychologique pour vous faire douter de votre mémoire constitue un abus émotionnel aggravé. Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons lancer un mandat d'arrêt. Nous avons suffisamment de preuves pour agir sans enquête supplémentaire. Savez-vous où se trouve votre fils actuellement? Aucune idée. Depuis qu'il a quitté ma maison il y a 3 jours, je n'ai plus de nouvelles. Ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons. Dans ce genre de cas, cela ne prend généralement pas beaucoup de temps. En rentrant chez moi, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Maman? C'était Bruno, mais sa voix semblait différente. Plus faible, plus désespérée que jamais. Bruno, tu es où? Dans un refuge pour sans-abri, au centre-ville. Maman, c'est horrible. Je n'ai pas d'argent, pas de travail, je ne sais pas où aller. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'il te plaît, maman, donne-moi juste une chance de plus. Laisse-moi revenir à la maison. Je vais trouver du travail. Je te rembourserai tout. Bruno. Je viens juste du commissariat. Le silence de l'autre côté fut total. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai déposé une plainte officielle pour abus financier. Il y a un mandat d'arrêt contre toi. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton fils. Bruno, pendant des années, tu as été mon voleur avant d'être mon fils. Il est temps que tu assumes les conséquences. S'il te plaît, retire la plainte. Je ferai tout ce qu'il faut. Je paierai tout. J'irai en thérapie. C'est trop tard pour les promesses, Bruno. Et ce n'est pas seulement avec moi.
Ton ancien employeur enquête aussi sur des irrégularités dans les comptes que tu gérais. Quoi? Comment tu sais ça? J'ai appelé pour demander. Apparemment, voler était devenu ton mode de vie, pas juste un problème avec moi. Maman, s'il m'arrête, ma vie est finie. Personne n'embauche quelqu'un avec un casier judiciaire. Tu aurais dû y penser avant de croire que voler était plus facile que de travailler. Je ne suis pas un criminel. J'ai juste pris de l'argent sans permission. Bruno, tu as pris de l'argent pendant 5 ans sans rien rendre. Tu as menti sur des urgences. Tu as manipulé ta femme. Tu as agressé une femme. Tu as volé au travail. Comment tu appelles ça, si ce n'est être un criminel? La ligne resta silencieuse pendant un long moment. Maman, tu vas vraiment me laisser me faire arrêter? Bruno, ce n'est pas moi qui vais t'arrêter. Ce sont tes propres actes qui l'ont fait. J'ai raccroché et immédiatement bloqué le numéro depuis lequel il avait appelé. Ce soir-là, en dînant seul dans ma cuisine, j'ai réfléchi à ce que j'avais fait. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable de ne pas avoir sauvé Bruno. À la place, je me sentais comme si j'avais enfin pris le contrôle de ma propre vie. Mon téléphone sonna. C'était Paola. Madame Maribel, je viens de parler à la détective morale. Elle m'a demandé de témoigner sur ce que Bruno m'a avoué à Hawaï. Tu vas le faire? Oui. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. En plus, elle m'a appris quelque chose que je ne savais pas. Apparemment, Bruno avait aussi volé de l'argent à son travail. Oui, on me l'a confirmé aujourd'hui. Madame, vous vous sentez mal d'avoir porté plainte? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que vous avez fait ce que n'importe quelle personne raisonnable aurait fait après avoir été victime pendant des années. Et je pense que vous êtes probablement en train de sauver la vie de Bruno. Comment ça? Parce que s'il n'apprend pas maintenant que ses actes ont des conséquences graves, il finirait par faire encore pire et les conséquences seraient bien plus lourdes. Paola avait raison. En protégeant Bruno des conséquences pendant tant d'années, je l'avais en réalité préparé à échouer encore plus fort. Le vendredi matin, la détective morale m'a appelé. Madame Vasquez, nous avons arrêté Bruno hier soir. Il est en garde à vue, en attente de son audience pour la libération sous caution. Comment a-t-il réagi? D'abord, il a tout nié. Ensuite, il a minimisé, disant que c'était juste un problème de famille. Finalement, quand on lui a montré les preuves de son travail, il a craqué complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a tout avoué. Non seulement ce qu'il vous a fait, mais aussi le détournement de fonds dans son ancien emploi. Apparemment, il prenait de l'argent sur les comptes des clients depuis plus d'1 an. Mon Dieu. Madame, votre fils était sur une voie très dangereuse. Si vous n'aviez pas agi quand vous l'avez fait, on aurait probablement fini par enquêter sur lui pour des crimes bien plus graves. Et maintenant? Son avocat essaie de négocier un plaidoyer. Il recevra probablement une peine de prison de 6 mois à 2 ans. Selon sa coopération et s'il accepte de suivre un programme de réhabilitation. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine pour assimiler ce que je venais d'entendre. Mon fils allait aller en prison pour plusieurs mois, peut-être des années. Et c'était ma plainte qui avait déclenché tout ce processus. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai pleuré. Pas pour Bruno, mais pour la mère que j'avais été pendant tant d'années. La femme qui avait confondu l'amour avec la permissivité. Qui croyait que protéger son fils des conséquences, c'était l'aider. Cet après-midi-là, ma voisine Béatrice est venue me rendre visite. Sans dire un mot, elle m'a prise dans ses bras quand j'ai ouvert la porte. J'ai entendu les nouvelles, dit-elle simplement. Comment tu vas? Je ne sais pas, triste, soulagé, coupable, fier, tout en même temps. C'est normal. Tu as fait quelque chose d'extrêmement difficile, mais totalement nécessaire. Tu penses que j'ai fait ce qu'il fallait, Maribel? Pendant des années, tu as vu ton fils se détruire et t'entraîner avec lui. Tu as finalement eu le courage de dire ça suffit. Ça ne fait pas de toi une mauvaise mère. Ça fait de toi une femme courageuse. Et si la prison l'abîme encore plus au lieu de l'aider? Ce risque a toujours existé. Mais ce que tu savais avec certitude, c'est que continuer à permettre son comportement ne l'aurait certainement pas amélioré. Ce soir-là, seul chez moi, j'ai regardé autour de ma maison calme et bien rangée. Pour la première fois depuis des années. Il n'y avait pas de drame,
pas d'appel d'urgence, pas de supplication pour de l'argent, juste la paix. J'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié mes comptes bancaires. Tout était en ordre. Mon argent était en sécurité. Mes économies pour la retraite étaient intactes, mon avenir était protégé. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai planifié quelque chose pour moi. J'ai ouvert un site de voyage et j'ai commencé à regarder des croisières pour personnes âgées. Si Bruno avait pu dépenser $1000 de mon argent en 5 jours à Hawaï, je pouvais très bien dépenser $5000 de mon propre argent pour de vraies vacances. J'ai trouvé une croisière de 2 semaines en Méditerranée qui partait dans 3 mois. Il y avait des activités culturelles, des conférences, des excursions sur des sites historiques. C'était exactement le genre de voyage que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais pu me permettre, parce que je prêtais toujours de l'argent à Bruno pour ses urgences. Sans hésiter, j'ai fait la réservation. Pour la première fois depuis des décennies, j'investissais dans mon propre bonheur, au lieu de financer l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. Ma nouvelle vie avait officiellement commencé. 6 mois après ce vendredi qui avait changé ma vie pour toujours. Je me trouvais assise sur le pont d'un bateau de croisière en Méditerranée, en train d'observer le lever du soleil sur les côtes de Santorin. J'avais une tasse de café grec dans les mains et un sourire sur le visage que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le voyage avait été tout ce que j'avais rêvé et même plus. Pendant 2 semaines, j'avais visité des musées à Rome, marché dans les ruines de Pompéi, exploré les marchés d'Istanbul et goûté des vins en Toscane. Mais le plus important, c'est que j'avais fait tout ça sans m'inquiéter d'appels d'urgence. Sans vérifier mon téléphone en permanence pour des messages désespérés. Sans me sentir coupable de dépenser mon propre argent pour mon propre bonheur. Mon téléphone a vibré avec un message. C'était Paola. Madame Maribel, j'espère que vous profitez de vos vacances. Je voulais juste vous dire que j'ai signé les papiers du divorce hier. Je suis officiellement libre. Je voulais aussi encore vous remercier de m'avoir aidé à voir la vérité. Ma nouvelle vie est meilleure que ce que j'aurais jamais imaginé. Je lui ai répondu, je suis très heureuse pour toi, Paola. Profite de ta liberté. Tu la mérites. Pendant ces mois, Paola et moi avions développé une amitié inattendue. Elle avait témoigné au procès de Bruno. Elle avait commencé une thérapie pour guérir de l'abus émotionnel qu'elle avait subi. Et avait trouvé un meilleur emploi dans une entreprise de marketing. Sans les dettes que Bruno accumulait sans cesse, elle avait découvert qu'elle pouvait très bien vivre avec son propre salaire. Mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était ma voisine Béatrice. Maribel, une lettre est arrivée pour toi. On dirait qu'elle vient du centre pénitentiaire. Tu veux que je l'ouvre? Non, garde-la. Je la lirai quand je rentrerai, ai-je répondu. Je savais que c'était probablement une lettre de Bruno. Pendant les 6 derniers mois, il m'avait écrit 3 fois depuis la prison. J'avais jeté les 2 premières lettres sans les lire. La 3e, je l'avais lue, mais c'était encore les mêmes choses. Promesse de changement, demande de pardon, tentative de me faire sentir coupable de l'avoir abandonné dans son moment le plus dur. La sentence finale de Bruno avait été de 18 mois de prison, suivie de 2 ans de liberté conditionnelle. Et l'obligation de rembourser à la fois moi et son ancien employeur. Il devait aussi suivre un programme de réhabilitation pour joueurs compulsifs. Et une thérapie pour les troubles du contrôle des impulsions. Son ancien employeur avait découvert qu'il avait volé plus de $30 000 dans les comptes de clients pendant sa dernière année de travail là-bas. Au total, Bruno devait plus de $50 000 en remboursement. La détective morale m'avait expliqué qu'il était très peu probable que Bruno puisse rembourser ces montants dans un avenir proche. Ce qui comptait, m'avait-elle dit, c'était qu'il y avait maintenant un dossier officiel sur son comportement criminel. Si jamais il recommence, les conséquences seront bien plus sévères. Je me suis levé de ma chaise sur le pont du bateau. Et je me suis approché de la rambarde. La mer Égée s'étendait à l'infini devant moi, brillant sous le soleil du matin. C'était impossible de ne pas penser à combien ma vie avait changé. Comparé à 6 mois plus tôt. À l'époque, j'étais une femme de 66 ans qui vivait dans l'angoisse constante des prochaines crises financières de son fils adulte. Qui doutait de sa propre mémoire. Qui se sentait coupable à chaque fois qu'elle dépensait de l'argent pour elle-même. Maintenant, j'étais une femme libre. Qui avait repris le contrôle de sa vie et de son argent.
Qui avait appris à poser des limites saines? Madame Maribel? J'ai entendu une voix familière. C'était Elena, une femme argentine de 70 ans que j'avais rencontrée le premier jour de la croisière. Elle était devenue ma compagne d'aventure pendant le voyage. Bonjour, Elena. Prête à explorer Santorin? Plus que prête. Mais d'abord, je dois te raconter quelque chose. Tu te souviens que je t'ai parlé des problèmes que j'avais eus avec mon fils l'année dernière? Oui. Tu m'as dit qu'il avait aussi eu des problèmes avec de l'argent pris sans autorisation. Exactement. Eh bien, après avoir entendu ton histoire, j'ai décidé d'agir. Hier, j'ai parlé à un avocat au téléphone depuis Athènes. Elena m'a raconté que, inspirée par ma décision de reprendre le contrôle de ma situation, elle avait décidé de confronter officiellement son fils au sujet de l'argent qu'il avait pris de ses comptes pendant des années. Comme moi, elle avait découvert que le problème était bien plus grave que ce qu'elle pensait au début. Ton courage m'a donné du courage à moi aussi, m'a-t-elle dit. Pendant des années, j'ai pensé qu'il était normal que les enfants adultes dépendent financièrement de leurs parents. Mais tu m'as aidé à comprendre la différence entre aider et se faire abuser. Nous avons passé la journée à explorer les villages blancs de Santorin. À acheter des souvenirs, à prendre des photos dans les endroits les plus jolis. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'était simplement cette sensation de liberté. La liberté de dépenser mon argent sans culpabilité. La liberté de profiter sans attendre un appel d'urgence. La liberté d'être simplement moi-même. Ce soir-là, pendant le dîner d'adieu de la croisière, le capitaine a demandé à certains passagers de partager leurs expériences les plus marquantes du voyage. Quand c'était mon tour de parler, j'ai dit quelque chose qui m'a moi-même surprise. Ce voyage ne m'a pas seulement emmené dans de beaux endroits autour du monde. Il m'a ramené à moi-même. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa propre vie, peu importe l'âge qu'on a. Les applaudissements qui ont suivi m'ont rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. 2 jours plus tard, j'étais de retour chez moi, dans notre ville. Mais quelque chose avait changé profondément. Ma maison semblait différente, plus calme, plus à moi. J'avais réorganisé quelques meubles pendant mon absence. Béatrice avait surveillé les ouvriers, et maintenant mon salon avait un coin lecture. Avec un nouveau fauteuil et une lampe parfaite pour lire le soir. J'ai trouvé la lettre de Bruno sur ma table de cuisine, là où Béatrice l'avait laissée. Cette fois, j'ai décidé de la lire. Maman, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi. Mais j'ai besoin de t'écrire cette lettre. J'ai suivi une thérapie ici en prison. Et mon thérapeute m'aide à comprendre ce que j'ai vraiment fait. Je ne t'ai pas seulement volé de l'argent. Je t'ai volé ta paix intérieure, ta confiance, ta tranquillité. Je t'ai fait douter de toi alors que tu avais raison depuis le début. J'ai été tellement concentré sur mon propre désespoir que je n'ai jamais pensé à ce que mes actes te faisaient. Je ne te demande pas de me pardonner. Parce que je comprends que cela prendra du temps, si cela arrive un jour. Je veux juste que tu saches que je commence enfin à comprendre les dégâts que j'ai causés. Quand je sortirai d'ici, je ne m'approcherai pas de toi tant que je ne pourrai pas te prouver par des actes, pas des mots, que je suis une personne différente. Je t'aime, maman. Et une partie de cet amour signifie respecter l'espace dont tu as besoin loin de moi. Bruno. J'ai replié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne l'ai pas jetée cette fois. Mais je n'ai pas non plus ressenti le besoin de répondre tout de suite. C'était la première lettre de Bruno qui semblait vraiment venir d'un endroit sincère. Plutôt que de la manipulation. Peut-être qu'avec du temps, de la thérapie et beaucoup de travail sur lui-même, Bruno pourrait devenir l'homme que j'avais toujours espéré qu'il soit. Mais c'était sa responsabilité maintenant, pas la mienne. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner simple dans ma cuisine tranquille. J'ai mis de la musique douce, j'ai allumé une bougie. Et je me suis servi un verre du vin que j'avais rapporté de Toscane. Pendant que je mangeais, j'ai fait une liste de toutes les choses que je voulais faire dans les prochains mois. Cours de peinture, un cours d'histoire de l'art à l'université locale, peut-être rejoindre un club de lecture. Pour la première fois depuis des années, mon avenir était rempli de possibilités. Qui ne consistait pas à sauver quelqu'un de ses propres erreurs. Mon téléphone a sonné. C'était Elena, ma nouvelle amie de la croisière. Maribel, comment se passe le retour à la vie normale? Très bien, c'est différent, mais très bien. Et toi, pareil? Dis,
Est-ce que tu voudrais venir avec moi à une conférence sur l'autonomisation des femmes la semaine prochaine? C'est sur les femmes qui ont repris leur vie en main après 60 ans. Avec plaisir. Après avoir raccroché, je me suis installé dans mon nouveau fauteuil de lecture. Avec une tasse de thé et un livre que j'avais acheté à Rome sur l'histoire de l'art de la Renaissance. Dehors, le soleil se couchait, créant ces ombres dorées que j'aimais tant. Pour la première fois depuis des années, j'ai respiré en paix. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer.